Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passes Live. Je reprends enfin du service avec cette nouvelle série de QCM consacrée à la biomol de l'UE1. Suivront très vite après un QCM sur l'UE3 et également une suite de QCM sur l'UE7, notamment le droit. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe, j'enchaîne les QCM et la correction. Prenez le temps de les faire, sinon ça ne sert à rien, et faites pause, tout simplement, au moment où le QCM s'affiche pour avoir le temps de le faire avant que je le corrige. Sinon je corrige directement. Alors on commence directement. QCM numéro 1, je vous donne les deux molécules suivantes, A et B. Alors j'espère que ça s'affiche bien sur YouTube, mais bon, j'ai essayé de mettre ça en qualité maximale, je fais comme je peux. Alors, je vous demande d'identifier ces deux molécules. Alors, comment faire? On se rend compte que si on prend par exemple la molécule A, on a une base azotée en haut à droite, qui est attachée à un ribose, qui est attachée à 3 phosphates. Bon. Donc on sait déjà qu'on va arriver sur un nucléotide triphosphate. Donc soit l'ATP, soit le GTP en l'occurrence, puisque la base azotée contient deux hétérocycles de cycles, mais qui sont composés d'atomes différents du carbone, donc on les appelle hétérocycles. Donc ce sont deux hétérocycles accolés, nous sommes donc en présence de base purique, et donc il y en a une qui est la base A obligatoirement, et l'autre qui est la base G. Alors comment faire la différence entre les deux? Et bien tout simplement, si vous regardez la base A, vous verrez qu'il n'y a que des azotes. Vous vous souvenez que azote ça commence par un A, donc une base purique avec que des azotes, c'est la base A. Donc la molécule que j'ai identifiée avec la lettre A, eh bien c'est l'ATP, puisque sur la base c'est un noyau purique avec uniquement des azotes, du coup c'est l'adénine. Je suis donc en présence d'adénosine triphosphate. Quant à la molécule B, c'est aussi une base purique. Est-ce que j'ai que des azotes? Non, j'ai une fonction amide en plus, donc c'est le GTP celle-là. Donc les bonnes réponses étaient C et D. QCM2, concernant les conformations de l'ADN. Item A, l'ADN B est présent dans les milieux appauvris en eau. Alors c'est faux, je vais continuer à corriger, je vous dirai pourquoi après. L'ADN A est la conformation la plus présente dans les cellules eucaryotes, c'est faux. L'ADN Z est le seul ADN ayant un pas d'hélice droit, c'est faux également. L'ADN est une molécule relativement statique dans le temps et dans l'espace, c'est faux. Et item E, aucune des propositions n'est exacte, et bien c'était vrai. Alors, il y a trois conformations de l'ADN qui sont A, B et Z. L'ADN B, c'est la conformation la plus présente de l'ADN. Donc on la trouve dans toutes les cellules. Par contre, l'ADN A va être présent dans les milieux appauvris en eau. Pour vous en souvenir, c'est encore facile, il y a encore un moyen mnémotechnique qui passe par une répétition de voyelles. L'ADN A, c'est dans les milieux appauvris en eau. Ensuite, l'ADN Z, il se trouve dans une région riche en base G et en base C. Cette richesse en base G et en base C va changer le pas de l'hélice, qui va passer à gauche et non pas à droite. L'ADN A et l'ADN B ont un pas d'hélice vers la droite. L'ADN Z est le seul à avoir un pas d'hélice vers la gauche. J'ai vu aussi qu'on vous donnait les diamètres et le nombre de paires de bases par tour d'hélice en fonction des ADN, mais qu'on ne nous donne pas ça dans toutes les facs. Voilà. Alors, je voulais que le QCM reste assez généraux, qui puisse s'adresser à toutes les facs. Donc j'ai essayé de rester plutôt à la surface du problème. Ça, c'est plutôt des questions basiques sur les différentes conformations de l'ADN. Après, je verrai si je rentre plus dans le détail, si j'arrive à avoir les programmes d'autres facs pour faire des choses plus détaillées qui restent quand même accessibles à tous. Et enfin, pour l'item D, l'ADN est une molécule relativement statique dans le temps et dans l'espace. C'est complètement faux. Au contraire, l'ADN, c'est une molécule qui n'arrête pas de changer de conformation, de structure chimique, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc la seule réponse qui était bonne, c'était la réponse E. QCM3, les nucléotides. Alors, les nucléotides absorbent l'ultraviolet, donc l'item A est vrai, une radiation électromagnétique de longueur d'onde de 160 nanomètres se situe dans l'ultraviolet, donc sera susceptible d'être absorbée par des bases azotées. En l'occurrence, c'est plus les bases qui absorbent à 260 nanomètres, mais du coup les nucléotides aussi. Je vous rappelle qu'une base plus un ribose, c'est un nucléoside,
Et une base plus un ribose plus un acide phosphorique, c'est un nucléotide. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, les nucléotides sont toujours attachés à une base, donc ils ont toujours la propriété d'absorption d'une longueur d'onde située dans le domaine de l'ultraviolet. Si vous avez 240 ou 250 nanomètres dans votre fac, c'est à peu près pareil. C'est dans l'ultraviolet. Leur spectre d'absorption est le siège d'un effet bathochrome lors de la dénaturation de l'ADN. Alors c'est faux. En fait, c'est un effet hyperchrome. Lorsqu'on va dénaturer l'ADN, on va séparer les deux brins qui forment la double hélice. On va donc exposer plus de bases au rayonnement, puisque, étant donné la structure en double hélice, quand on exposait l'ADN non dénaturé à un rayonnement, certaines bases cachaient d'autres bases de ce rayonnement. Donc quand on a la dénaturation, toutes les bases sont exposées, et donc l'absorbance des ultraviolets va s'en trouver augmentée. C'est ce qu'on appelle un effet hyperchrome. Un effet hyperchrome, c'est une augmentation de l'absorbance. L'effet bathochrome, c'est une augmentation de la longueur d'onde que la molécule est capable d'absorber. Ça n'a aucun rapport, c'est très différent. D'accord? Méfiez-vous de ce genre de termes. Item C, ils sont le siège de tautomérie, oui. En l'occurrence, une tautomérie céto-énolique. Je reviendrai sur ça, je pense, dans les QCM consacrés à la chimie orga. Item D, la base A est complémentaire de la base G. Alors ça, c'est totalement faux. Dans la complémentarité des bases, c'est A avec T dans l'ADN, sinon avec U dans l'ARN, et la base C avec la base G. Donc, pour faire simple, c'est toujours une base purique avec une base pyrimidique. C'est pour des raisons d'encombrement stérique entre autres, et aussi de liaison hydrogène. Entre la base A et la base T, il y a 2 liaisons hydrogènes qui peuvent s'établir. Entre la base C et la base G, il y a exactement 3 liaisons hydrogènes qui peuvent s'établir. Voilà. C'est pour ça que les régions riches en base G et en base C vont être plus stables que des régions riches en base A et en base T. Item E, un nucléotide est un nucléoside auquel on a attaché un ribose dans l'ARN. Alors c'est faux. Un nucléotide est un nucléoside auquel on a attaché un acide phosphorique, un groupement phosphate et non pas un ribose. Je vous rappelle, une base est attachée à un ribose. Ça forme le nucléoside. On rajoute un phosphate, ça fait un nucléotide. Voilà, je joue vachement sur les sonorités. On rajoute un phosphate, ça donne un nucléotide. On rajoute un ribose, ça donne un nucléoside. D'accord? Donc les seules réponses bonnes dans ce QCM3 étaient A et C. QCM4, toujours à propos de la molécule d'ADN. Item A, Watson et Crick ont observé la structure hélicoïdale de l'ADN à l'aide de la diffraction au rayon X. Alors c'est vrai, c'est une méthode d'étude qui consiste à bombarder une molécule par des rayons X et à observer comment ces rayons X ont été déviés, ont été diffractés, et ça permet d'en déduire la structure de la molécule. Voilà, c'était les tout débuts de cette expérience. Alors je sais que certains d'entre vous ont d'autres noms en plus de ça, et dans d'autres facs, il n'y a pas ces autres noms. Pareil pour la date de la découverte de la structure hélicoïdale par Watson et Crick. La date c'est 1953, il y en a qui l'ont et d'autres qui l'ont pas. Enfin je crois que c'est 53, j'ai un trou. Bon, je vérifierai, je mettrai une annotation sur YouTube. Item B, la séquence des nucléotides de l'ADN se lit dans le sens de sa polarité, à savoir 5'OH, 3'phosphate. Alors effectivement c'est du sens 5' vers 3'. Effectivement c'est le sens de la polarité. Le seul problème c'est qu'en 5' c'est pas un OH qu'on va trouver, c'est un phosphate, et en 3' c'est pas un phosphate, c'est un OH. En fait la polarité de l'ADN c'est 5' phosphate, 3' OH. Et non pas 5' OH, 3' phosphate comme il y a de proposé dans cet item. Item C, certains enzymes hydrolysent les acides nucléiques à partir de leurs extrémités, ce sont des endonucléases. Alors, effectivement, il y a des enzymes qui peuvent hydrolyser les acides nucléiques, ADN ou ARN, à partir de leurs extrémités, mais dans ce cas, ce sont des exonucléases. À partir des extrémités, ce sont des exonucléases. Les endonucléases que je cite ici dans l'item C sont des enzymes pareilles qui vont hydrolyser les acides nucléiques, genre ADN, ARN, mais qui vont pouvoir commencer cette hydrolyse à partir même du milieu de l'ADN, peu importe, à n'importe quel endroit. Ça, ce sont des endonucléases. Les exonucléases, elles, vont grignoter l'ADN en partant des extrémités. Voilà. Alors, item D, un segment d'ADN comportant plus de base A sera plus stable qu'un autre comportant plus de base G. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai spoilé un item, ça c'est aussi ma grande habitude. Entre A et T, il y a 2 liaisons hydrogènes. Entre G et C, il y en a 3.
Donc plus il y a de bases GC, on appelle ça le pourcentage GC, plus ce pourcentage est important, plus le segment d'ADN sera stable. D'accord ? Donc c'est totalement l'inverse que ce qui est proposé dans l'item D. Et enfin item E, le super-enroulement de l'ADN est contrôlé par des topoisomérases. C'est vrai, voilà. L'ADN s'enroule en double hélice et peut se réenrouler encore à l'image d'un cordon de téléphone fixe. Et ce super-enroulement, on dit que ça crée des super tours négatifs, c'est contrôlé par des topoisomérases. Alors, dans les facs, vous allez beaucoup plus loin en vous donnant des exemples, seulement les exemples sont jamais les mêmes, je m'en suis rendu compte de ça. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de faire des QCM là-dessus. Retenez cependant un exemple que je trouve qui a été le plus cité, et à juste titre, parce que c'est une enzyme assez étudiée, c'est la gyrase bactérienne, gyrase avec un Y, qui est capable de faire ou de défaire 100 super tours négatifs de l'ADN par minute. Donc les bonnes réponses étaient A et E. QCM5, à propos de cette molécule, alors pareil, j'espère que ça passera bien sur YouTube. En item A ou B, je vous demande s'il s'agit de l'AMPC ou du GMPC. Alors on commence par identifier la base. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un noyau purique. On observe qu'il n'y a pas que des azotes, il y a une fonction amide en plus, un groupement carbonyle qui est venu se fixer sur la base purique. Du coup, ce n'est pas possible que ce soit l'AMPC. Bon. Ensuite, on observe un ribose qui est lié ensuite à un phosphate. Donc là, on pourrait se dire, eh bien, c'est un nucléotide. C'est le GMP, le guanosine monophosphate. Le seul truc, c'est que le phosphate, non seulement il est lié en 5' du ribose, mais en plus, il est relié en 3'. Du coup, ça subit une cyclisation. Vous observez que là, on a créé un nouveau hétérocycle composé de 3 carbones, 2 oxygènes et un phosphore. Cette cyclisation qui crée le GMP cyclique. Item C, la synthèse de cette molécule est assurée par l'adénylate cyclase. Alors, l'adénylate cyclase va cycliser l'AMP. Voilà. L'adénylate cyclase va créer l'AMPC. Là, en l'occurrence, on a du GMPC. Du coup, la synthèse du GMPC va être assurée par la guanylate cyclase, et non pas l'adénylate cyclase. Alors, l'AMPC et le GMPC sont tous les deux des seconds messagers cellulaires, c'est-à-dire qu'ils vont permettre la communication au sein d'une cellule, et même des fois entre les cellules. C'est des molécules hyper importantes et que vous étudierez bien plus en détail au niveau de la biologie cellulaire, en UE2. Item D, le phosphate est lié au carbone 3 et 5 du ribose. Alors là, c'est faux, puisque le phosphate, effectivement, si on numérote les carbones, c'est le carbone 3 et le carbone 5. Le problème, c'est que quand on numérote les carbones sur du ribose, on n'appelle pas ça les carbones 3 et 5, on appelle ça les carbones 3' et 5'. Voilà. Il manquait les primes. Quand on parle des carbones du ribose, on rajoute des primes, tout simplement. Et on commence la numérotation à partir du carbone qui est lié à la base. Donc, il n'y avait qu'une seule bonne réponse ici, qui est B. QCM6, à propos de la compaction de l'ADN. Item A, les histones sont des protéines globulaires acides. C'est faux. Effectivement, ce sont des protéines globulaires, mais elles ne sont pas acides, elles sont riches en acides aminés basiques. Item B, les histones portent des charges négatives qui leur permettent de rentrer en interaction avec l'ADN. Alors c'est faux. Vous vous souvenez que l'ADN a un squelette composé d'acides phosphoriques qui sont chargés négativement. Du coup, tout l'ADN est porteur de plusieurs charges négatives. Du coup, pour favoriser l'interaction avec l'ADN, la plupart des protéines qui vont devoir rentrer en interaction avec cette molécule vont devoir porter des charges positives. Il existe très peu de protéines qui sont chargées négativement, qui ont le pouvoir de rentrer en interaction avec l'ADN. Item C, l'histone H1 fait partie de l'octamère d'histones composant le nucléosome. Alors le nucléosome, effectivement, c'est 8 histones qui se sont associées les unes aux autres, donc c'est bien un octamère. Le seul truc, c'est que l'octamère n'est pas composé d'histones H1. Il va être composé d'histones H2A, H2B, H3 et H4. Chacune étant présente 2 fois. Donc on a 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4. Donc l'histone H1 ne fait pas partie du nucléosome. Pour rappel, le nucléosome, c'est donc un assemblage compact de 8 histones, et l'ADN vient s'enrouler autour d'eux. Item D, les histones H1 permettent de créer une superhélice de 8 nucléosomes par tour. Alors effectivement, une fois que le nucléosome est constitué et que l'ADN s'est enroulé autour, on va avoir l'histone H1
qui va venir et qui va se fixer sur l'ADN et sur le nucléosome. Donc ça va permettre de fixer l'ADN au nucléosome. Et de plus, les histones H1 entre plusieurs nucléosomes vont pouvoir s'attirer entre elles pour pouvoir créer un enroulement des nucléosomes. C'est ce qu'on appelle la création d'une superhélice. Par tour d'hélice, on compte 6 nucléosomes et non pas 8. Donc l'item D était faux. Et cette superhélice a un diamètre d'environ 30 nanomètres, oui c'est vrai, donc réponse E. QCM7, à propos de la compaction de l'ADN. Item A, le chromosome métaphasique représente la forme la plus compactée de l'ADN avec un diamètre d'environ 1400 nanomètres. Alors le chromosome métaphasique, c'est le chromosome à l'état de la métaphase, enfin à la phase de la métaphase de la mitose, qui se présente sous la forme d'un chromosome double. Du coup, si vous avez appris que le chromosome en lui-même c'est 700 nanomètres, il s'agit du chromosome simple. Le chromosome métaphasique est un chromosome double, du coup c'est 700 x 2, 1400 nanomètres. L'item A était bon. Item B, un chromosome est dit métacentrique lorsque son chromosome se situe près des extrémités. Alors, un chromosome métacentrique, c'est lorsque le centromère se situe à peu près au centre. Voilà. Pour vous en souvenir, souvenez-vous que la métaphase de la mitose, c'est là où tous les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial de la cellule. C'est là où les chromosomes vont être au milieu de la cellule. Donc un chromosome métacentrique, c'est là où le centromère est au milieu. Voilà. Métacentrique, métaphase, chromosome au milieu. C'est un bon aide-mémoire qui m'a aidé, moi, personnellement. Item C, le collier de perles a un diamètre d'environ 10 nanomètres. Oui. Le collier de perles, c'est les nucléosomes qui sont entourés autour de l'ADN, tout simplement. Item D, la chromatide D et la chromatine N sont des synonymes. Alors ça m'a posé pas mal de problèmes personnellement quand j'étais en P1, et ça a posé beaucoup de problèmes à tout le monde, et ça continue d'en poser. Alors je vous propose un petit rappel vite fait, très simple, de ce que c'est la chromatide D et ce que c'est la chromatine N. La chromatine N, avec un N, c'est le matériel génétique présent dans le noyau d'une cellule qui n'est pas en mitose. Une chromatide D, avec un D, c'est le matériel génétique, c'est l'ADN, présent dans le noyau d'une cellule qui est en mitose. Enfin, présent dans une cellule, parce qu'en mitose, à un moment ou à un autre, le noyau il va finir par disparaître. Donc c'est le matériel génétique d'une cellule au moment de la mitose, la chromatide D. Voilà. Donc ce sont deux façons d'appeler le matériel génétique, donc en ce sens-là, ça peut être des synonymes, sauf que il n'est pas du tout replié de la même façon, le génome, et de plus, c'est pas du tout aux mêmes périodes de la vie de la cellule. Donc non, ce ne sont pas des synonymes. Et item E, les HAT, HDAC et histone méthyltransférase sont responsables des modifications post-traductionnelles des histones. Alors HAT c'est histone acyltransférase et HDAC c'est histone désacétylase. Ce sont des enzymes qui vont venir justement modifier les histones après leur traduction. Donc les réponses bonnes étaient A, C et E. QCM8 concernant les ARN messagers. Item A, il est pathologique de trouver de la thymine dans un brin d'ARN messager. Effectivement, dans les conditions physiologiques, c'est-à-dire quand tout fonctionne bien, la thymine de l'ADN est remplacée par l'uracile, la base U, dans l'ARN messager. Et souvenez-vous que la thymine, c'est quoi? C'est tout simplement de l'uracile méthylé. Voilà. La thymine, c'est uracile plus méthyle. Donc effectivement, si on trouve de la thymine dans un brin d'ARN messager, c'est pas physiologique, donc c'est pathologique. Item B, les ARN messagers ont également une polarité 5' phosphate 3' OH. Effectivement, on a une polarité au niveau des ARN messagers comme au niveau de l'ADN. Item C, à l'extrémité 5', les ARN messagers ont reçu un cap, ou une coiffe, ou un chapeau, en fonction de ce que vous avez vu comme mot, sachant que le mot cap, c'est le mot international. Donc ont reçu un cap constitué de 7 méthylguanosines fixées au brin par un pont diphosphate. Alors là, il y a plusieurs éléments dans le QCM. Effectivement, à l'extrémité 5', les ARN messagers ont reçu une molécule de 7 méthylguanosines qui s'est fixée au brin par un pont phosphaté. Très bien. Sauf que ce n'est pas un pont diphosphate, c'est un pont triphosphate. Voilà. Il y a 3 phosphates qui relient l'extrémité 5' de l'ARN messager aux 7 méthylguanosines. Item D, leur extrémité 3' a quant à elle reçu une queue poly-A. Oui, c'est vrai, à l'extrémité 3' des ARN messagers, on retrouve plein d'adénines, plein de bases A.
qui forment un peu une queue qui traîne derrière l'ARN messager. Voilà. Et item E, les ARN messagers représentent moins de 5% des ARN totaux de la cellule. C'est vrai. Ça tient dans le fait que les ARN messagers sont synthétisés puis détruits. Alors que par exemple les ARN ribosomiques, on en a besoin en permanence. Du coup ils sont renouvelés, ils sont détruits que lorsque les ribosomes deviennent non fonctionnels. Donc pour vous rappeler un peu les ordres de grandeur, si vous avez des chiffres plus précis que ça en fac, retenez les chiffres que vous avez appris, mais je vous donne à peu près les ordres de grandeur. Les plus présents ce sont les ARN ribosomiques, avec plus de 80%. Et ensuite on trouve les ARN de transfert, à peu près 12%. Ensuite on trouve les ARN messagers, à peu près 2 ou 3%. Et le reste ce sont des ARN SN pour small nuclear, des petits ARN nucléaires. On trouve aussi des ARN NC, des ARN non codants, et d'autres petits ARN qui se baladent, mais voilà, c'est pas très important. Donc les réponses qui étaient bonnes dans ce QCM étaient A, B, D et E. QCM 9 concernant l'ensemble des ARN. Item A, les ARN de transfert sont des ARN monobrins constitués de quelques bases atypiques et qui se sont repliés sur eux-mêmes en formant 3 boucles. Alors là, on nous dit que c'est des ARN monobrins qui se sont repliés sur eux-mêmes pour former 3 boucles et que dedans on trouve des bases atypiques. Tout est vrai. Et une de ces 3 boucles possède l'anticodon qui ira reconnaître le codon présent sur l'ARN messager. À l'extrémité des ARN de transfert, on va trouver également un site de liaison où l'acide aminé va pouvoir venir se fixer. Et d'ailleurs c'est l'item B. Sur les ARNT, ce site de liaison c'est toujours la séquence CCA, c'est vrai. Et non pas ACC, on respecte la polarité 5', 3'. Item C, chez les eucaryotes, la petite sous-unité des ribosomes cytosoliques est constituée d'un ARN ribosomique 18S associé à 33 protéines. Alors S, c'est une unité du coefficient de sédimentation. Ça vous sert pas grand-chose à savoir à quoi ça sert. Il faut juste savoir qu'il y a 4 ARN qui rentrent dans la constitution des ribosomes. Un seul qui compose la petite sous-unité du ribosome cytosolique, qui est un ARNR 18S et 33 protéines, et que la grande sous-unité, elle est constituée de 3 ARN ribosomiques 5S, 5,8S et 28S associés à 20 protéines. Voilà, C et D étaient justes, je les ai mis pour que ça vous rentre un peu dans la tête, c'est à savoir par cœur, parce que le Svedberg, c'est ça le S, n'est pas une unité à votre programme, vous le verrez après dans les années qui viennent. Donc les bonnes réponses étaient A, B, C et D. QCM 10, à propos des gènes dans les cellules eucaryotes, item A, les gènes domestiques ne s'expriment pas dans les plasmocytes ni dans les hépatocytes. Alors en fait, les gènes domestiques, leur définition, c'est qu'ils s'expriment dans toutes les cellules. Là j'ai pris 2 exemples de cellules, les plasmocytes et les hépatocytes, et je vous ai demandé s'ils s'exprimaient pas dedans. Eh ben, c'est faux. Les gènes domestiques s'expriment dans toutes les cellules, même dans les neurones. Par exemple, tous les gènes de la respiration cellulaire ou de la glycolyse, que vous verrez à la fin du semestre normalement. Item B, les pseudogènes s'expriment dans les hépatocytes. C'est faux. Là, c'est l'inverse. Les pseudogènes, c'est l'opposition parfaite aux gènes domestiques. Ils ne s'expriment jamais. Voilà. Là, j'ai pris l'exemple des hépatocytes, mais dans n'importe quelle cellule, les pseudogènes ne s'exprimeront jamais. Item C, le facteur de transcription TF2D se fixe sur la data box à environ moins 30 paires de bases. Alors, c'est quoi le moins 30 paires de bases? C'est une mesure un peu de la distance qui sépare ce qu'on étudie du site du début de la transcription de l'ARN messager. Si on part du début de la transcription de l'ARN messager et qu'on remonte 30 paires de bases en amont, on va tomber sur une répétition du motif TA-T3A, qu'on appelle la data box, et c'est là qu'effectivement va se fixer le facteur TF2D. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus, sur des QCM qui porteront sur la transcription et aussi la traduction des ARN. On verra ça plus tard. Item D, tous les gènes domestiques possèdent une data box. Alors c'est faux, c'est une caractéristique également des gènes domestiques, en plus qu'ils s'expriment dans toutes les cellules de l'organisme, cellules immunitaires comprises, c'est souvent un piège qui est posé. Ils ne possèdent pas tous une data box. Item E, la synthèse du transcrit primaire de l'ARN messager s'arrête à la séquence 2A-T3A. C'est là que la polyadénylation commence. Alors la polyadénylation, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est la formation de la queue poly-A. Voilà. On va mettre plein d'adénine sur l'ARN messager. C'est ce qu'on appelle la polyadénylation. La synthèse du transcrit primaire de l'ARN messager, qu'on appelle l'ARN pré-messager, s'arrête lorsque les facteurs de transcription détectent
la séquence 2A T3A. Par contre, la polyadénylation va commencer plus tard. Je reviendrai là-dessus aussi plus en détail dans des QCM sur la transcription, ce sera des vidéos qui viendront après. Pour faire simple, la séquence 2A T3A se situe à quelques paires de bases du site de polyadénylation. Donc la seule réponse bonne ici était la réponse C. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de réviser un petit peu, dirons-nous. Je vous laisse dans la description le lien de mon Facebook dans lequel je donne des informations quant à la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez me contacter par Facebook ou email. Si vous n'avez toujours pas regardé ma vidéo concernant l'annonce pour l'année 2014-2015, allez la regarder, parce que c'est une vidéo sur laquelle je passe une annonce qui est toujours d'actualité. Sur ce, je vous souhaite un bon courage surtout, et une réussite à votre concours, et à très bientôt sur la chaîne PACES Live.